Madame, Monsieur, bonsoir. Analyse et conclusion du diagnostic du Conseil économique, social et environnemental sur la généralisation de la couverture sanitaire sous l'œil avisé de nos analystes ce soir. Et ce chiffre qui ressort de ce premier bilan d'étape, près du quart des Marocains ne sont toujours pas couverts, 3 ans après le lancement de ce programme ambitieux par le gouvernement suite aux instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. On apprend de ce rapport du Conseil que 3,5 millions d'inscrits ne peuvent bénéficier d'aucune couverture parce qu'ils ne cotisent pas. À cela s'ajoute la faible adhésion au principe de l'AMO. Et mauvaise nouvelle, la moitié des citoyens non couverts ne sont pas prédisposés à y souscrire. Et puis pour ceux qui sont déjà assurés, seuls 8% aspirent à une couverture complémentaire. Dans ses nombreuses recommandations, le CESE préconise des réformes législatives, réglementaires et techniques pour rendre l'assurance maladie plus accessible et surtout plus efficace. Et appelle d'ailleurs sur ce volet de gouvernance à créer un régime national universel obligatoire de base qui serait géré par un organisme public dédié à cette branche de sécurité sociale. Aussi, on préconise la séparation de la gestion des recettes et des soins. Bref, ce chantier est titanesque de couvrir les besoins de santé de toutes les Marocains et de toutes les Marocaines et de tous les Marocains est à mi-chemin et nécessite donc un bilan d'étape que nous décortiquons avec mes invités ce soir. D'abord, je commencerai par le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir, professeur Sahimi. Bonsoir. Et avec nous, le professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Felanou. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. D'abord, messieurs, pourquoi un bilan d'État? Pourquoi un avis, cette autosaisine du CESE sur le chantier de la généralisation de la couverture sanitaire universelle? Professeur Sahimi. Je serais tenté de vous dire pourquoi pas, mais ce n'est pas une réponse. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un rapport signé, c'est probablement le dernier rapport qui est signé par Ahmed Rida Chami, qui a été désigné par Sa Majesté le roi ambassadeur près de l'Union européenne. C'est un rapport intéressant, il intervient en plein débat sur le projet de loi de finances 2025. Il aborde les conditions dans lesquelles la protection sociale se décline, en particulier pour cet aspect-là. Et puis, je dois dire ceci, c'est un rapport d'une 40aine de pages. C'est difficile de dire, je vais être nuancé, c'est difficile de dire que c'est un satisfecit donné à la politique de ce gouvernement. Et ça mérite un débat. Vous prenez ce rapport, vous le lisez en long, en large, il y a un certain nombre d'observations qui sont faites par ce Conseil. C'est un travail de fond, je dois le dire, c'est un travail de qualité, un travail de fond, qui a mis à plat un certain nombre de dossiers en instance et en même temps... Vous parlez de satisfecit. Ça n'est pas satisfecit. Ah, ça ne l'est pas, ok. Non, ça n'est pas satisfecit pour la politique menée par ce gouvernement, d'autant que ce gouvernement se distingue par une rhétorique obstinément optimiste. On l'a vu lors de la présentation du projet de loi de finances, on l'a vu dans les déclarations du chef de l'exécutif, etc. Donc c'est un dossier qui ramène un peu les choses là où elles doivent être, c'est-à-dire une évaluation objective de l'état de ce dossier, son avancement, ses blocages, ses difficultés, en même temps ses perspectives et les pistes de réforme. Objectivement, si on dit qu'aujourd'hui 31,8 millions de personnes, de Marocains, bénéficient d'une couverture médicale, contre moins de... C'est à peu près 87% de la population, contre moins de 60% en 2020. C'est une bonne évaluation, une bonne évolution, professeur Ferrano. Très bien. Donc, je rebondis sur la première question du pourquoi. Parce que pourquoi oui. Je pense que le Conseil économique et social et de l'environnement était dans tous ses droits. Pourquoi? Parce que Sa Majesté le Roi, lorsqu'il a fait le discours en 2020 du lancement de ce qu'on appelle la protection sociale, il a donné, un calendrier très clair. Il faut à la fin de 2022 qu'il y ait,
à la fin de 2022, qu'il y ait vraiment une accélération de ce qu'on appelle la protection sociale et qu'il faut que 22 millions, c'est pas 2022, mais 22 millions de citoyens puissent accéder à ce qu'on appelle l'assurance maladie obligatoire. Et donc là, après après 2020, on est maintenant en 2024, après 4 ans, un bilan d'étape s'impose. Et donc là, c'est légitime que le Conseil économique, et ça rentre dans son champ d'investigation. Et c'est clair dans le début du rapport, lorsqu'il parle qu'on est en train d'évaluer une politique publique, et le Conseil économique et social, parmi ses prérogatives, c'est de pouvoir donner un avis sur les politiques publiques. Et là, on est en train de parler d'une politique publique cruciale pour le Maroc, c'est la politique sanitaire et la couverture sanitaire pour l'ensemble des Marocains, surtout après la crise de 2020 que nous avons vécue ensemble, qui a touché en quelque sorte ces problèmes sanitaires. Maintenant, répondant à votre question, par rapport à 31 millions, si je prends le bilan de façon, je dirais, soft par rapport à ce qui a été demandé, ou je dirais ce qui a été l'objectif de la protection sociale ou l'assurance maladie obligatoire, on est arrivé à un niveau qui est vraiment très salué par rapport aux efforts qui ont été faits par le gouvernement. 31 millions, donc là, on a rajouté à peu près 14 millions, on n'est pas encore dans les 22 millions qui ont été projetés, mais 31 millions, ça fait 87%, c'est une réalisation. Il faut saluer le gouvernement par rapport à ça. Ça veut dire, lorsqu'on le dit, ça veut dire qu'il y a un effort colossal qui a été déployé par le gouvernement pour pouvoir arriver à ce point. L'effort institutionnel, l'effort juridique, donc je trouve, c'est une opinion de ma part qui est très objective, c'est que l'effort, je dirais, légal et juridique était là. Ça veut dire qu'on avait beaucoup de effort budgétaire textes. aussi. Hein. Oui, je vais y revenir, mais j'ai classé. Le premier effort, c'est l'effort juridique. Tous les textes de loi sont là. Oui, voilà. sont là, Et tout à toute fait. la réforme institutionnelle est là. Nous avons une refonte de ce qu'on appelle le système sanitaire. L'effort budgétaire également, il était là par le gouvernement et nous avons, je dirais, des chiffres qui sont très importants. On va y revenir sur les détails, des milliards qui sont déployés dans ce régime. Maintenant, le problème, il faut qu'on soit vraiment très objectif. Le problème ne réside plus aujourd'hui dans la demande, parce que la demande, elle est déjà là. Nous avons 31 millions de Marocains qui sont immatriculés. Le problème qui réside maintenant, c'est du côté de l'offre. Ça veut dire l'offre sanitaire ne répond pas jusqu'à présent à l'objectif de ce qu'on appelle la couverture sanitaire universelle. Parce que là, il y a tout un débat, et je pense même le rapport du Conseil économique et social, il revient sur cette question de distinguer, de façon, je dirais, il joue avec les mots de façon très intelligente, de distinguer entre l'assurance maladie obligatoire et la couverture sanitaire universelle. Et donc, tout ce débat entre les deux concepts, il permet un peu de reprendre la discussion sur la façon avec laquelle le régime de l'AMO doit être géré au niveau national. Et donc là, nous aurons plusieurs constats. Il y a plusieurs constats ici qui sont à relater, aussi à faire souligner par rapport à une amélioration Quels sont les plus saillants, justement, qui vous ont particulièrement interpellé, Zakaria Ferrano? Voilà, ce qui m'a interpellé premièrement, c'est en fait, nous avons toujours 8 millions de Marocains qui n'arrivent pas à bénéficier de ce qu'on appelle l'assurance maladie obligatoire. Ça, c'est un chiffre alarmant. Malgré ce que nous avons réalisé, les 31 millions qui sont immatriculés, dans les 31 millions, nous avons toujours 8 millions qui sont à l'extérieur du système. Pourquoi? C'est des raisons techniques. Premièrement, nous avons des populations dont les droits ont été fermés. Ça veut dire qu'ils sont immatriculés et ils n'arrivent pas à accéder aux services sanitaires. Et donc là, c'est une question fondamentale par rapport au régime qui a été mis en place pour pouvoir les classer. Et je reviens sur ça parce que c'est un débat qu'il faut faire, c'est que le choix qui a été fait en termes d'assurance maladie obligatoire au Maroc est un choix de classification par profession et par nature socio-professionnelle. Et ce choix, peut-être qu'il doit aujourd'hui rebondir en termes de discussion pour pouvoir un peu trouver un reclassement, une autre façon de voir cette classification. Donc la classification par des régimes socio-professionnels nous a donné ce qu'on appelle des gens qui seront exclus automatiquement. Dans le rapport du Conseil économique et social, on parle de 2,3 millions de bénéficiaires qui ont les droits qui sont déjà fermés. Et donc là, je parle uniquement de la CNSS. Si on rajoute ceux qui appartiennent à d'autres régimes, on va arriver à plus que 3 millions. Automatiquement, nous avons d'autres personnes. C'est droit fermé, ça veut dire, pour que les téléspectateurs comprennent avec nous, on parle des gens qui n'arrivent pas à payer leurs cotisations. Et donc, automatiquement, ils se retrouvent dans ce qu'on appelle l'exclusion du système. Exact. Et pourquoi l'exclusion? Parce que nous avons choisi un régime AMO qui est basé sur une catégorisation qui est socio-professionnelle, pour que les gens comprennent ce qu'on est en train de dire. Deuxième élément, c'est que nous avons le reliquat. Donc, si je prends les 8 millions d'exclus du système, qui sont à l'extérieur du système, qui ne peuvent pas bénéficier, pour ne pas dire exclus, nous avons le reliquat à peu près de 4,8 ou 5 millions, donc le reliquat entre les deux, 4,8 millions, qui ne sont pas immatriculés. Ça veut dire jusqu'à présent, ils n'ont pas un régime qui les couvre.
Et là, le CES, il parle un peu de ce qu'on appelle les aides-femmes. Il parle aussi des quelques indépendants qui ne sont pas dans le régime, etc. Ces gens-là, il faut leur trouver la solution pour qu'ils puissent adhérer, rentrer dans ce qu'on appelle le système de l'assurance maladie obligatoire. Deuxième chiffre qui m'a interpellé, excusez-moi de le dire, c'est que malgré l'effort budgétaire qui est effectué par le gouvernement, qui est très louable, qu'il faut saluer, je dirais, parce que c'est des fonds qui ont été vraiment mises pour le système sanitaire, pour avoir cette couverture d'assurance maladie obligatoire, nous avons une certaine, je ne dirais pas défaillance, mais une certaine invraisemblance par rapport à ce qu'on appelle le partage de ces ressources entre le privé et le public. Oui. Donc nous avons à peu près, si je peux le dire, plus de 50% de ces dépenses en termes d'assurance maladie obligatoire qui vont vers la plateforme privée, ça veut dire pour les cliniques privées et les hôpitaux privés. Donc, exact. Ce qui pose la question fondamentale, est-ce que le secteur public est suffisamment apte pour pouvoir accueillir les 31 millions de bénéficiaires? Et donc là, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a un effort qui a été fait, réalisé de façon très positive sur la demande, mais sur l'offre, il y a toujours de l'effort à déployer. Exact. Est-ce que ce dont alerte le CESE dans cet avis, c'est ce déséquilibre, professeur Srimi, qui pourrait accentuer les inégalités d'accès et compromettre l'objectif d'universalité? Vous avez raison de le relever. Une politique se juge de deux manières. Soit par rapport aux objectifs qu'elle s'est tracés, première approche, soit une deuxième approche par rapport aux résultats obtenus. Nous sommes là face à une situation où il y a un certain nombre d'objectifs qui ont été tracés par le souverain. Exact. C'est un agenda contraignant qui aurait dû être le moteur donc, de cette politique du gouvernement. Donc il se trouve que cette politique du gouvernement, qui ne manque pas de volontarisme, etc., et de bonne volonté, n'a pas donné les résultats escomptés, puisque nous avons aujourd'hui une situation inégalitaire, avec donc un système hybride, puisque, vous l'avez dit et répété, il y a eu 8,5 millions de Marocains qui sont exclus de l'AMO, l'assurance médicale obligatoire. Ça intéresse quelle catégorie? Ça intéresse en particulier ce qu'on appelle les TNS, les travailleurs non salariés. C'est extrêmement important, où 65% des travailleurs non salariés sont exclus. Donc il faut affiner derrière les 8 millions, 8,3 millions, il faut affiner, c'est les travailleurs non salariés. Pourquoi ça a été dit? Parce que soit qu'ils n'ont pas payé leurs cotisations, soit qu'ils se heurtent à des difficultés administratives complexes, etc., soit aussi par manque de sensibilisation du gouvernement pour pousser ces TNS, travailleurs non salariés, donc à payer leurs cotisations. Vous savez, il faut être concret. Les droits de cotisation, ça commence à 90 dirhams. 80 dirhams, 100, 120, 150, etc. Pour des travailleurs non salariés, il faut 6 mois de cotisation, 100 dirhams, 120 dirhams, c'est de l'argent. C'est de l'argent, parce que c'est des budgets qui sont serrés au plus près, vous le savez, et donc c'est une dépense et ce n'est pas forcément mobilisable. Est-ce que vous pensez que pour cela, ce que recommande, parce qu'il nous reste 10 minutes, on passe aux recommandations dans ce sens d'ailleurs du CESE, c'est de réviser le taux de cotisation à l'amont en supprimant le plafonnement des cotisations établi au niveau du secteur public? Ou quelles sont, selon vous, quelle pourrait être la solution? Il y a une piste que vous avez évoquée dans les recommandations de CESE. Une première piste, il dit qu'il faut augmenter les cotisations des salariés à haut revenu. Et oui, parce que la charge n'est pas la même quand il y a des salariés donc, qui ont des hauts revenus. À partir de quand il y a ces des hauts revenus? À partir de 8 000, 10 000, 15 000, 20 000 dirhams. Vous savez, le salaire moyen de la fonction publique au Maroc, vous savez c'est combien? C'est plus de 9 000 dirhams, salaire moyen. Donc il y a possibilité peut-être de demander un effort supplémentaire à cette catégorie. Il y a aussi le fait qu'il faut un effort particulier si on veut pousser la politique sociale jusqu'au bout pour aider les futurs cotisants à payer les sommes dues au titre des cotisations dues. Il faudra bien faire un effort. C'est un problème d'équité. Et c'est un problème d'équité, c'est un problème aussi de solidarité.
je crois que c'est important qu'on ne laisse pas sur le carreau 8 millions de personnes. Et il y a donc là une nécessité d'une solidarité nationale. Enfin, un dernier point peut-être, il faut revoir le système actuel. Il y a plusieurs régimes. Il y a plusieurs régimes qui sont mixtes, c'est-à-dire nécessiter ce que propose le CCAE, donc une harmonisation de différents régimes existants. Également, revoir les taux de remboursement des médicaments. Vous savez, il y a des maladies qui sont prises, il y a une nomenclature, et la nomenclature, elle n'est pas satisfaisante. Même pour ce qui est de la CNOPS, d'ailleurs, c'est une nomenclature qui remonte à plus de 20 ans, elle remonte à 2006, si j'ai bonne mémoire. Il y a des choses qu'il faut revoir. Les 5 plus grandes maladies posées à la santé publique nécessitent une implication des ménages qui est importante et insupportable. Les 5 maladies, c'est quoi? C'est les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Et donc, c'est extrêmement important. Et oui, c'est extrêmement important. Et puis, il y a le fait, au titre social, il faut relever que 50% des soins sont pris en charge par les ménages. Alors que les normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est 25%. Et tout le monde sait dans les ménages, dans les budgets marocains, qu'il y a une part importante d'achat de médicaments par les ménages du fait qu'il n'y a pas suffisamment de couverture ni de remboursement. J'y ajoute aussi sur le plan financier, il faut se préoccuper, maintenant que l'AMO est mise en place, il faut se préoccuper de ce qu'on appelle la soutenabilité de l'équilibre financier de l'AMO. Ça, c'est un gros problème. Le gouvernement dit qu'il a engagé, j'ai le chiffre, près de 16 milliards de dirhams pour soutenir les régimes, comme l'AMO, Tadamon, tout ça, etc. C'est un effort extrêmement important. Pour 2025, c'est 24 milliards de dirhams. Pour 2026, c'est plus de 25 milliards de dirhams. C'est une charge extrêmement importante. Donc, il faudra bien mobiliser quelque part les ressources budgétaires à ce sujet. Problème de la soutenabilité. Il ne faut pas qu'on s'engage dans un système social, de prévention sociale, qu'on ne puisse pas tenir parce que ça serait une catastrophe. Oui. Voilà. Ça serait, bon, pour justement éviter cela, moi ce qui m'a interpellée, c'est qu'on appelle, enfin en tout cas le Conseil économique, social et environnemental préconise des réformes législatives, réglementaires et techniques, pour rendre cette assurance maladie plus accessible et efficace. Est-ce qu'il faudra revoir ce modèle maintenant que nous sommes un peu plus à mi-chemin et surtout, quels sont aujourd'hui, comment voyez-vous, professeur Ferrano, ce système de gouvernance du système de la couverture médicale obligatoire? Très bien. Bon, pour le mettre le décor, donc, le Conseil économique et social et de l'environnement était, je dirais, normalement, dans ses recommandations, il était clair. La première chose qu'il a indiqué, c'est que, premièrement, il faut que les nouvelles instances, je parle ici de la haute autorité sanitaire qui a été, dont le responsable vient d'être nommé par Sa Majesté. Il faut qu'il commence par faire ce qu'on appelle une étude d'impact. Ça veut dire quoi une étude d'impact? Il ne faut pas oublier que l'assurance maladie obligatoire, basée sur les cotisations, et ça c'est un autre débat, tout à l'heure j'ai parlé de ce qu'on appelle le choix, je dirais un peu de la doctrine de l'assurance ou de la couverture sanitaire universelle, on ne le retrouve pas de façon uniforme dans tous les pays. Par exemple, si vous prenez l'Angleterre, et ça a été cité dans le rapport, dans l'Angleterre, c'est vraiment public. Ça veut dire l'action de la couverture sanitaire universelle, elle est prise en charge totalement par l'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cotisation. Automatiquement, c'est un minimum de ce qu'on appelle une couverture sanitaire qui est préconisée pour tous les citoyens. Et ce n'est pas uniquement en Angleterre, dans plusieurs pays. Un minimum. Voilà, un minimum. C'est un panier de soins. C'est ça. D'accord. Il faut préciser. Et donc, oui, j'ai précisé en disant que, voilà, c'est un panier de soins. Sur cela. Voilà. Sur, ce panier de soins, qui est un minimum, qui va permettre aux citoyens marocains et tous les citoyens de la planète, parce que la couverture sanitaire universelle, c'est un problème universel, c'est pour toute la planète. L'objectif, c'est de ne pas tomber dans la précarité à cause de la santé. Et ça, c'est très important. Nous, dans notre logique maintenant, la cotisation et être dans une situation d'AMO, tadamon, c'est une question de est-ce que vous avez un statut socio-professionnel ou non. Et on oublie la question fondamentale, c'est que la couverture sanitaire universelle, vous pouvez être très riche et devenir très pauvre à cause d'un problème sanitaire. Exact. Et donc, ce n'est pas une question de classification socio-professionnelle. Et c'est un débat profond. Maintenant, le Conseil économique, il faut revenir sur ce débat, c'est pour ça que le Conseil économique et social, il parle d'études d'impact. Et excusez-moi, je vais le dire de façon, ça a été dit de façon claire, mais d'après les dits de ce qu'on appelle le Conseil économique
économique et sociale, il n'y avait pas d'étude d'impact. Et donc là, on est en train de parler d'un régime de transfert de fonds. Attention, l'AMO, ou ce qu'on appelle les régimes de cotisation, ce sont des régimes de répartition de richesses. Ils permettent le transfert des fonds au sein de l'économie. Et donc, ces types de régimes, il faut avoir une étude d'impact, ce qu'on appelle les études de micro-simulation, pour voir l'impact sur les classes sociales, sur les revenus et aussi sur l'ensemble des agrégats macroéconomiques. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. C'est l'occasion. Nous avons maintenant la haute instance, ou la haute autorité sanitaire qui pourra faire ce travail-là pour pouvoir recadrer s'il y a des insuffisances en matière de ce régime. Maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, nous avons des problèmes qu'il faudra résoudre rapidement. Nous avons des problèmes d'inégalité, vous les avez soulevés tout à l'heure. Les inégalités, pas uniquement en termes de revenus ou de classe socio-professionnelle. Nous avons des inégalités territoriales. Vous savez que ça a été dit, c'est pas moi qui le dis, 67% de ce qu'on appelle la plateforme d'offres sanitaires. Les hôpitaux sont dans 5 régions. Les autres régions n'ont pas le potentiel pour pouvoir offrir ce qu'on appelle les soins sanitaires. Deuxièmement, il y a un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la CNSS qui est en train de grimper en termes de dossiers, de gouvernance, de gestion, et ça va interpeller à un certain moment la capacité de gestion et les capacités de gouvernance. C'est ça. Nous avons également un autre problème qui est très important et qu'il faudra le prendre avec une certaine, une certaine rigueur ou prudence, c'est en fait les disparités ou l'équité en termes de soins sanitaires. Jusqu'à maintenant, nous avons des taux de cotisation qui sont différents, des paniers de soins qui sont différents et également des plafonnements qui sont différents. Par exemple, tout à fait, vous avez cité dans l'AMO, vous avez la CNOPS qui a 5% avec un plafond de 800 dirhams. L'autre, on n'a pas de plafonnement. Maintenant, si on change la configuration, ça sera vraiment, ça sera des sommes supplémentaires qu'il faut payer pour les fonctionnaires ou ceux qui travaillent ou ceux qui appartiennent à ce qu'on appelle le régime de la CNOPS. Il y a également un élément très important qu'on a oublié. C'est quoi? C'est que nous avons besoin d'une offre sanitaire. Où sont les hôpitaux qui relèvent de la CNOPS et qui relèvent de la CNSS? Ils n'ont pas encore été activés. Et ça permettrait d'améliorer ce qu'on appelle les soins sanitaires l'offre de soins. Et donc, dans tous ces éléments, avec les éléments vous avez cité qui est très important, ce qu'on appelle le out of pocket, vous avez 50% de ce qu'on appelle les frais sans payer des poches des ménages. Et là, ce qui est intéressant dans le rapport du Conseil, c'est que pourquoi on les paye? Ça veut dire pourquoi ils sont payés, même si vous êtes dans un régime AMO, Tadamon. Et donc là, ça revient à ce qu'on appelle des problématiques de perception, des problématiques de gestion hospitalière, des problématiques aussi qui sont liées au vécu de ce qu'on appelle les bénéficiaires au sein des hôpitaux. Et là, dans toutes ces problématiques-là, je pense qu'ils sont liés à ce qu'on appelle l'offre sanitaire. Il faut avoir un effort très colossal sur la partie de l'offre, parce que la partie de la demande, on a salué un peu les efforts qui ont été faits par le gouvernement en matière législative, en matière budgétaire, en matière d'accessibilité, mais il y a maintenant des problèmes qui relèvent un peu de ce qu'on appelle les externalités négatives des régimes de soins basés sur une catégorisation socio-professionnelle. Alors, c'est intéressant aussi de relever que 95% des affiliés à l'AMO consultent dans le privé. Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Justement, si vous me permettez, c'est quand même un chiffre très, très alarmant. Il y a 33 milliards qui sont cotisés, qui partent vers le privé. À 90%. À 90%, c'est le problème que je voulais poser. D'abord, vous avez raison de relever le problème. Il y a au-delà de l'offre, donc, qui est faite par le gouvernement et de ce produit qui est l'AMO, c'est un acquis, évidemment, il faut s'en féliciter. Il y a un problème de gouvernance d'une politique sanitaire. Il ne faut pas se limiter donc simplement à la gestion des différents régimes. Il faut aller au-delà, unifier, uniformiser, etc. Il y a une autre problématique qui profite finalement des fonds importants qui sont éligibles donc à cette gestion de l'AMO. Il y a le secteur public et le secteur privé. Il se trouve, quand même, il faut le dire, que 95% des affiliés de l'AMO, consultent où? Dans le privé. J'ajoute que plus de 80% des assurés de la CNOPS font également de même, ils consultent dans le privé. Bref, fonctionnaires, salariés, et même, en majorité privée. 57% des affiliés à l'AMO Tadamon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une politique sociale qu'il faut saluer, qu'il faut soutenir, etc., mais qui conduit dans son application à la distanciation
et à l'écart entre secteur privé et secteur public. Ce n'est pas le secteur public qui profite de cela, c'est le secteur privé. Et ça, c'est un choix de politique sanitaire qu'il faut régler parce que finalement, le secteur public n'arrive pas à se mettre à niveau et à offrir une offre de soins élargie. Et ce sont les cliniques, du secteur privé qui tirent profit de cette politique sociale et c'est quelque chose qu'il faut recadrer. Rapidement, en 2 mots, pour clore le débat, le temps de l'émission est presque terminé. Messieurs, maintenant que ce rapport a été émis et donc un bilan d'étape par le CESE, qu'est-ce qu'on en fait, du coup, en termes de politique publique? Il faut des assises nationales, en 2 mots, il faut des assises nationales et un débat sur la politique sanitaire à partir de ce rapport-là. On ne peut pas classer ce rapport et dire qu'il n'y a rien du tout. Sachant que ce n'est pas le Parlement qui a saisi le Conseil. C'est une autosaisine du Conseil économique, je le rappelle. Premier élément, c'est que je tiens juste à indiquer un élément qui est aussi très important. Les problèmes de déficit qui ont été soulevés dans le rapport du Conseil relèvent aussi de la problématique des médicaments. On n'en a pas parlé, mais ça pose énormément de problèmes. C'est 3 à 4 fois plus cher que dans des pays qui sont voisins. Pour certains médicaments. Pour certains médicaments. Et c'est une problématique qui est en partie la problématique du déficit. Maintenant, ce qu'il faut faire, moi je pense que la feuille de route a été mise en place. Je pense qu'il faut commencer par des études d'impact, c'est très important. Très bien. Un recadrage de la politique s'il y a des défaillances par rapport à la question de l'offre. Et troisièmement, réfléchir sincèrement à ce qu'il y ait une équité et une soutenabilité de ce régime. Merci beaucoup. Merci professeur Ferrano, merci professeur Sahimi. Merci à vous. Toujours un plaisir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.